Ok, alors cette semaine, moi, je vais vous parler de Julia. Donc, combien il y a de personnes qui ont déjà utilisé Julia? Ah, pas mal. Voilà. Donc, mon challenge, ça va être de vous apprendre le langage, de vous apprendre à programmer de la façon haute performance et de résoudre le problème de Grace Code. Ah oui, c'est la deuxième transformation, c'est pour ça que j'étais perdu. Donc, qu'est-ce que Julia? C'est un programme, un langage qui a été développé spécialement pour être à la fois haut niveau, c'est-à-dire programmé comme en Python ou comme en R ou MATLAB, tout en étant avoir, des hautes performances similaires à Fortran et C++ et Rust. Le langage est compilé juste en temps, ce qui permet, ça a un avantage au niveau des hautes performances, ça permet d'avoir du code qui est optimisé pour la machine sur laquelle il tourne, de manière très simple. On n'a pas besoin de faire recompiler le code pour chaque machine. La mémoire est gérée par un garbage collector, donc ça permet de faciliter la gestion de la mémoire, donc c'est au niveau du développeur. Et quelque chose qui est pas mal, c'est que le typage est dynamique, tout en étant aussi performant qu'un typage statique. Julia, c'est un langage deux en un. Il réconcilie la programmation haut niveau avec la programmation haute performance. Il réconcilie le generic programming, dans le C++ template, avec les polymorphismes d'une manière tout à fait cohérente. Et il réconcilie la facilité d'étendre le data model avec la facilité d'étendre les opérations, les fonctions, les fonctionnalités. Et ça, je vais revenir là-dessus sur le transparent suivant. Ça, c'est permis par ce qu'on appelle le multidispatch. Donc, multidispatch, qu'est-ce que c'est? C'est le polymorphisme sur les arguments d'une fonction, c'est-à-dire le fait que quand on appelle une fonction, on peut avoir plusieurs implémentations qui dépendent des arguments de la fonction. Ce dispatching est dynamique. On a ça en C++ pour les méthodes virtuelles d'une classe, mais c'est limité à l'argument de la classe, au pointeur 10. Julia, il est temps pour l'ensemble des arguments de la fonction. Donc, quand on a une fonction, on peut donner des implémentations qui va dépendre pour toutes les combinaisons d'arguments qu'on va des types des arguments. Et ça, c'est extrêmement powerful pour la réutilisation des codes. C'est quelque chose qui n'avait pas été attendu par les développeurs au moment où ils ont développé le langage. Je vous invite à regarder cette vidéo de présentation d'un des développeurs de Julia qui explique ça. Et donc ça permet de réutiliser le code que les autres personnes ont développé et de développer c'est comme ça que l'écosystème de Julia est assez important. On peut poser des questions pendant. Ah, vas-y. En C++, Oui, en gros, quand tu fais oui. du code dont tu veux de la perf, la virtual function, c'est quelque chose qu'on abandonne, qu'on garde pour les autres couches, mais dans les couches basses, on ne veut surtout pas faire de polymorphisme, on veut faire de downgrade parce que c'est ça qui va vite. Oui. Alors comment vous faites Et avec Julia, tu Julia peux. pour avoir un truc encore plus générique que ça et tout en ayant de la perf? Je t'invite à suivre mon talk de vendredi. J'expliquerai comment faire, comment il gère ça. Donc, pour développer en Julia, il y a différentes options. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez utiliser l'interface texte interactif ou REP. Donc, pour la démarrer, il faut juste démarrer la commande Julia. Donc, c'est comme pour PowerShell. Quand tu bash, on a un prompt. Quand on Julia, on a un prompt. Alors, quelques raccourcis clavier qui sont importants. Point d'interrogation, c'est pour avoir l'aide. L'aide pour une fonction, point d'interrogation, nom de la fonction. Crochet fermé, c'est pour le manager de package. Il y a un manager package qui est formidable dans Julien. Et il n'y en a qu'un seul. On n'a pas 10, enfin peut-être pas 10, mais 2, 3 comme Python. Et c'est intégré au langage. Et point virgule pour avoir un shell. Vous pouvez donc utiliser aussi Visual Code. Il y a un plugin pour Visual Code.
Vous pouvez aussi programmer avec votre éditeur préféré, Emacs ou VI, et il y a des plugins pour les deux, et aussi ce qu'on fera vendredi en utilisant un notebook, donc à Jupyter. Donc savoir que le J de Jupyter, ça vient de Julia, Py de Python, et R de R, langage R. Et il y a aussi un autre système de notebook intéressant plutôt qui est spécifique à Julia et qui permet en fait qui gère la dépendance des cellules. Donc quand on quand on modifie son notebook à un endroit, il va mettre à jour automatiquement les cellules qui dépendent de celle-ci. Donc si vous voulez faire être performant, vous avez besoin d'outils de profilage et vous pouvez aussi avoir des bugs dans votre code, vous avez besoin de débugger. Donc il y a aussi des outils très riches dans Julia. Pour cela, le code d'abord, le code qui est produit, que vous produisez, vous pouvez voir le code que vous écrivez, vous pouvez voir ce qui a été produit par le compilateur à différents niveaux. Donc code type c'est le plus haut niveau. Code one type c'est la même chose, mais en plus avec des informations pour optimiser le code. Code LVM c'est l'intermédiaire le IR, la représentation intermédiaire qui est fournie à LVM pour produire le machine code. Et code natif, ça vous donne l'assembleur. Il y a plein de commandes introspectives. Là, je ne peux pas vous donner toute la liste et je vous invite à suivre ce lien qui est un lien sur le manuel de Julia. Le débugage, par nature, est déjà facile du fait que ce soit un langage interactif. Mais en plus, il y a un débugger, donc qui est debugger.jl, qui est similaire à JDB et qui est aussi intégré à Visual Code, pardon, pour ceux qui utilisent Visual Code. Et on peut aussi utiliser depuis Emacs. Julia est aussi livré avec un profiler qui est performant, est facile à utiliser et qui permet de profiler la vitesse du code, faire tourner le code et la mémoire. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Perf. Quelques mots sur Julia et GPU. C'est un développement, c'est un domaine qui est très, très actif. Il y a presque 300 paquets Julia qui utilisent Julia GPU, donc qui permet de faire tourner sur GPU. Ça inclut du machine learning, des opérations de matrix, des solveurs d'équations différentielles, calcul algébrique. Pour le support du hardware, il y a le NVIDIA, c'est ce qui est CUDA, c'est ce qui est inclus en premier et c'est celui le plus mature. OneAPI est beaucoup plus récent, mais il est aussi assez mature. Il y a toutes les fonctionnalités pour programmer les noyaux. AMD et macOS, ça c'est expérimental, mais les packages existent. Il y a deux façons de programmer. Le reprogramming, donc ça veut dire que vous donnez un tableau et le traitez avec le CPU, ça va être traité sur le GPU, donc il va paralyser le traitement. Donc ça exploite justement le pouvoir de Julia d'avoir réutilisation du code, qui est grâce au multi-dispatch. Et vous pouvez aussi implémenter directement votre propre kernel, qui est le moyen d'obtenir la meilleure optimisation. Et il y a aussi des packages pour abstraction. Donc c'est plus facile pour le programming pour pas dépendre du hardware. Comment avoir de l'aide? Donc déjà, point d'interrogation sur le prompt de Julia. Dans JupyterLab, vous avez aussi le menu contextuel. Vous pouvez avoir une fenêtre et qui va vous donner de l'aide de la fonction sur laquelle se trouve votre curseur. Le manuel de Julia, donc il y a un lien là-dessus. Votre outil préféré, de DuckDuckGo, Google ou autre. C'est incroyable, dès que vous avez un problème, vous trouvez tout sur Internet, même si c'est un langage qui n'est pas aussi populaire que Python ou Fortran même. ChatGPT et sur différents forums, Stack Overflow et les canaux Julia, il y a une communauté qui est très très coopérante. Donc ils ont un discours, il y a un groupe d'ailleurs HEP, Slack et il y a aussi Zulip qui est l'équivalent de Slack en open source. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une conférence chaque année qui regroupe des gens de 10 milieux académiques. Donc c'est très orienté académie, donc c'est l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que nous, et les industriels et qui partagent leur développement.
Et souvent, les développements sont open source et après, on peut l'utiliser juste en appelant le package qui a été développé depuis Julia. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, je voulais juste faire quelques... Ah, je vais sortir, pas de la salle, mais c'est F11, je crois, non? Ouais, c'est le fond. F11, hop, Firefox fait des blagues. ouais, hop. Alors juste, si vous n'avez pas installé Julia, deux mots sur l'installation de Julia. Hop. Donc, pour installer Julia, c'est simple. Soit vous allez sur la page de download de Julia, donc le lien est là. Si vous avez Linux avec Intel, vous pouvez juste taper cette ligne. Donc ça, vous récupérez un tarball, et il suffit de faire untarrer le tarball, décompresser le tarball, et vous aurez un répertoire Julia 1.9.2, et dans le répertoire, sous-répertoire bin, il y a l'exécutable Julia, il suffit d'exécuter ça. On aura aussi besoin du noyau Jupyter. Pour ça, vous démarrez Julia. Le crochet fermé permet de basculer sur l'invite de la gestion des packages. Add Julia, qui est le kernel Jupyter pour Julia. Backspace, c'est pour revenir à l'invite standard. Et après, on veut utiliser ce package. On dit que using add Julia, et il suffit de taper Jupyter Lab pour démarrer Jupyter Lab. S'il est installé sur votre ordinateur et qu'il est accessible pas dans le pass, dans ce cas-là, il va démarrer votre Jupyter Lab d'ordinateur. Autrement, il va vous proposer de l'installer et sera installé dans un répertoire de Julia, donc ça ne va pas mélanger avec les packages qui sont déjà sur votre ordinateur. Après, si vous voulez redémarrer, soit vous démarrez Jupyter Lab avec la commande habituelle, soit vous redémarrez Julia, using AlJulia et Jupyter Lab. Donc ça, vous aurez besoin de ça vendredi. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Vous voulez manger? Je prends ça pour un... Bon, un peu, mais pas trop quand même. Comment? Alors, un peu. Alors, juste... Vous me direz que vous en avez marre. Après, ça va être... hop. Ah oui, si c'est bon. Hop. Ouvrir. Bon, donc Linux a décidé qu'on n'avait pas assez de temps, enfin qu'on avait faim. Donc ça sera vendredi. C'était juste pour prendre de l'avance. Donc on passe aux questions. Enfin, une démo qui marche pas depuis le temps qu'on attend ça. Non, vous avez tous faim? Ah non. Pour une code qui est compilé avec Julia, quelles sont les performances par rapport à Fortran ou C ou... Ah ouais, j'ai raté un transparent en fait. Vous voyez, c'est l'utilisation de. J'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, j'ai créé les transparents avec la Jupyter. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Rise. Ah non, c'est juste qu'il y a eu une erreur là. Ok. Ah, c'était pas ça. Hop. Ouais, donc c'est équivalent à C++, c'est pas installation, c'est pas celui-là que je vais montrer. Je vais juste vous montrer une comparaison. Intro. Ouais, j'ai pas l'habitude de double flèche. J'aurais dû descendre là. Donc ça, c'est une comparaison qui est faite sur sur un micro benchmark. Donc la référence c'est en le C, donc c'est la ligne bleue. Les points bleus c'est en C, c'est pour ça qu'ils sont alignés. L'échelle est en log. Donc là, on voit par exemple que Python, ça peut être 100 fois plus lent que le C. Et en orange, c'est Julia. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est similaire. Des fois, c'est plus rapide, des fois plus lent. Mais c'est un facteur 2. Alors si vous suivez ce lien, vous l'avez pour différents langages. On a aussi Rust. Et là, j'ai mis celui-là parce que je trouve qu'il est plus clair que l'autre. Surtout que celui qui est là-dessus, en fait, tous les points sont alignés sur la même verticale. Et comme Julia est pareil que le C, et tous les points sont superposés, donc on a l'impression que on voit pas le nombre d'algorithmes qui sont aussi rapides
que le C. Et je vous invite aussi à lire ce preprint qui étudie les potentialités de Julia pour la physique des hautes particules. Là, tu montres l'installation de Julia sur du Linux x86. Ouais. Comment ça se passe, par exemple, sur du ARM avec du processeur NVIDIA? Tu télécharges le tarball correspondant. Hop. Alors, il y a plein de. Je sais plus, je vais juste pour voir la liste des. Hop. Ah oui, non, c'est dans notre présentation. Tu vas sur le lien là. Voilà. Donc, tu as Windows, tu as macOS, avec GPU, sans GPU, tu as même Muscle qui est, qui est supporté. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le lien. Voilà. Ouais, Windows, macOS, 86. Et au niveau, la gestion des packages aussi, on peut avoir des packages qui dépendent, on peut aussi, dans le package, intégrer des librairies. Par exemple, si tu veux interfacer avec Julia d'autres packages extérieurs. Et ils gèrent eux-mêmes la compilation pour toutes les différents plateformes supportées. D'autres questions? Ah, il y en a une là. Vous avez vraiment pas faim? J'ai ouvert l'appétit à Julien. C'est même question qu'avec Rust. Est-ce que ça s'interface facilement avec d'autres langages? Alors, ça s'interface super ça facilement. Avec Python, c'est pratiquement comme utiliser Python directement. Avec le C aussi, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on est obligé d'indiquer les types, comme c'est du C. Avec C++, c'est un peu plus compliqué. Il faut fabriquer écrire un peu de code pour faire un wrapper. Il y a quelque chose de développement expérimental que j'ai fait pour générer ces wrappers automatiquement. Et il y a un projet qui pour l'instant qui n'est pas suivi, qui marche qu'avec les anciennes versions de Julia, qui permettait d'appeler le C++ directement. Et Fortran, c'est aussi facile que le C. C'est toujours C++ qui pose des problèmes. C'est difficile d'interfacer avec C++. Et dans un notebook aussi de Jupyter, tu peux mélanger du Julia et du Python très, très facilement.